Les plateaux calcaires du sud-est de Vesoul constituent un bassin d'alimentation très étendu, dont les eaux réapparaissent au jour près du village de Quincé. La Font de Champ-d'Amois alimente ainsi en eau potable les 28 000 personnes de l'agglomération vésulienne. À quelques mètres ou dizaines de mètres de la surface, sous les terrains agricoles comme sous les prairies, un immense réseau de fissures de toutes dimensions fait du calcaire une roche étonnamment perméable. Les infiltrations se réunissent pour finir par former de véritables circulations. Certaines sont accessibles aux spéléologues traditionnels, comme la rivière souterraine de Serres-les-Norois, explorée sur plus de 4 km. Mais dans leur grande majorité, les galeries sont totalement noyées et demeurent réservées aux très rares spécialistes de la plongée en siphon. C'est la branche aval de cet énorme collecteur naturel qui réapparaît au jour pour donner naissance à la Font. Cette ressource en eau est capitale pour la ville de Vesoul parce que lorsque l'on regarde l'histoire de Vesoul, eh bien on s'aperçoit que depuis son origine, Vesoul a toujours eu des gros problèmes de ravitaillement en eau. À tel point que la Font de Champ-d'Amois est classée, site naturel déjà d'une part, est classée au niveau de l'agence de l'eau, approvisionnement en eau remarquable. Et aujourd'hui on peut dire que le bassin d'alimentation de la Font de Champ-d'Amois est porté à 150 km², ce qui en fait un bassin extrêmement important. On peut dire que le sous-sol du Frépuy, enfin Frépuy Font de Champ-d'Amois, on peut l'appeler aujourd'hui vraiment le coffre-fort de l'or bleu de Vesoul. Un coffre-fort dont les plongeurs spéléos s'emploient à percer les secrets. Car la Font est en effet la résurgence d'un gigantesque système hydrologique, célèbre par le gouffre du Frépuy, qui lui a donné son nom. À ce jour, près de 5 km de galeries ont été reconnues et topographiées, ce qui en fait l'un des plus longs réseaux noyés connus au monde. Les explorations, qui se poursuivent toujours, ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce complexe géologique hors du commun et d'en mesurer toute l'ampleur. La Font de Champ-d'Amois est une des plus grandes ressources en eau captée de Franche-Comté, puisque la dernière étude démontre que nous avons un potentiel de 75 millions de mètres cubes d'eau qui transite à la Font de Champ-d'Amois annuellement. Le potentiel de réserve cette fois a été calculé à 15 millions de mètres cubes. Le bassin d'alimentation collecte l'ensemble des eaux de pluie et de fonte des neiges, les ruisseaux de surface, les eaux de condensation et les infiltrations de toutes sortes. Comme tous les plateaux calcaires où la nature de la roche ne permet aucune filtration naturelle, les circulations souterraines sont particulièrement vulnérables à de multiples formes de pollution, parmi lesquelles les engrais chimiques et les produits phytosanitaires de l'agriculture. Notre filière de traitement ne nous permet pas de réduire les produits phytosanitaires. Nous n'effectuons qu'une surveillance de façon à garantir une potabilité de l'eau. L'action est surtout un contrôle régulier de la teneur des pesticides et des engrais dans l'eau. L'état des lieux à la station de traitement des eaux de Vesoul au niveau des produits phytosanitaires est relativement bon puisque nous constatons ces dernières années aucun dépassement de la norme de potabilité.
Nous effectuons pour cela un contrôle avec les analyses effectuées par l'ARS et en interne nous effectuons aussi 6 analyses annuelles des pesticides dans l'eau. La réduction des quantités de produits phytosanitaires, comme celle des engrais chimiques agricoles, revêt un intérêt primordial. Le syndicat mixte d'études et de travaux pour l'aménagement du Durgeon et de ses affluents œuvre depuis une vingtaine d'années à la restauration écologique des rivières et à la préservation de la ressource en eau. En avril 2010, il s'est engagé dans l'animation d'un second contrat de rivière. Un contrat de rivière, c'est une procédure de gestion concertée qui est établie entre les acteurs de l'eau d'un bassin versant. Donc, sur la base d'un état des lieux initial, le contrat de rivière définit un certain nombre d'objectifs de restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques à atteindre sur sa période de mise en œuvre. Pour permettre d'atteindre ces objectifs, un programme d'action va être défini et négocié avec les maîtres d'ouvrage potentiels et les partenaires techniques et financiers qui sont tous autour de la table. Sur le bassin versant de la Fonte Chandamois, l'état des lieux a identifié de forts risques de contamination de la ressource en eau par des substances chimiques telles que les produits phytosanitaires. Une zone d'action prioritaire a pu être identifiée et définie et fait l'objet d'une attention toute particulière en ce qui concerne la réduction de ces substances chimiques. Le syndicat du Durgeon s'est associé à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône pour accompagner les agriculteurs de cette zone identifiée afin qu'ils améliorent leurs pratiques, notamment quant à l'utilisation des produits phytosanitaires sur leurs parcelles agricoles. Le syndicat du Durgeon accompagne également les collectivités désireuses de s'engager vers une réduction des pesticides, comme par exemple lors de la mise en œuvre de plans de désherbage des communes. Toutes ces opérations bénéficient d'un financement conséquent de la part de l'Union européenne, de l'Agence de l'eau, de la région Franche-Comté, mais également de la ville de Vesoul, qui va bénéficier directement de l'amélioration de la qualité de l'eau à la source qu'elle utilise, qu'elle capte. Dans un premier temps, la prévention se focalise sur la partie du bassin d'alimentation où l'on dénombre quelques rares cours d'eau visibles. Il se situe plus particulièrement sur les communes de Serres-les-Noroy, Boré, Autré-les-Serres et Noroy-le-Bourg. L'existence de ces circulations de surface est due à un soubassement de marnes imperméables qui leur permet de circuler à l'air libre avant de disparaître dans le sol, à l'occasion d'une perte ou d'un accident de terrain. Par le jeu du lessivage naturel des sols, ces ruisseaux de surface véhiculent des excédents de produits nocifs qu'ils entraînent avec eux sous terre. Le passage à l'agriculture biologique est un des moyens préconisés pour limiter leur présence dans les eaux souterraines. Sur la partie concernée du bassin d'alimentation de la Fonte Chandamois, qui couvre environ 1000 hectares, on dénombre une trentaine d'exploitations agricoles, essentiellement dévolues à l'élevage. 8 d'entre elles se consacrent plutôt à la culture. Pour les nitrates, c'est la partie qui est mise en surplus, qui n'est pas absorbée par la plante, qui va migrer dans les ressources en eau et qui va provoquer leur contamination. Pour les produits phytosanitaires, c'est la migration et aussi leur transformation dans le sol en métabolites, c'est-à-dire en produits de décomposition qui vont à leur tour contaminer les eaux souterraines. Les phytosanitaires sont utilisés par les agriculteurs, mais aussi par les particuliers et les collectivités locales. Une large gamme de produits est disponible en vente libre dans les jardineries et les grandes surfaces. On peut améliorer ces pratiques agricoles en maîtrisant mieux les dosages, en réglant plus efficacement les machines distributrices ou encore en ne les utilisant qu'aux périodes les plus favorables.
Les produits phytosanitaires, ça regroupe une plage de composés qui sont très variés. Les risques sont beaucoup plus diffus qu'avec les nitrates. Donc les risques qui sont identifiés à l'heure actuelle sont des risques à long terme, c'est-à-dire liés à l'absorption chronique de produits phytosanitaires par l'eau et par les aliments. Les effets qui sont suspectés sont des effets cancérigènes, des effets reprotoxiques, notamment pour la fertilité masculine, tout ce qui est perte de fertilité masculine, des effets neurotoxiques pour le système nerveux, et puis des effets de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont simuler l'action des hormones et donc perturber tout ce qui est développement hormonal. Les produits phytosanitaires ont pour rôle de protéger les plantations et de désherber les terrains. Les engrais chimiques, quant à eux, servent essentiellement à nourrir les végétaux. Quand un organisme absorbe des nitrates, ils vont être réduits à des doses plus ou moins importantes en nitrites. Et les nitrites ont la faculté de se fixer sur l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine qui en temps normal transporte l'oxygène, cette forme de l'oxyhémoglobine pour oxygéner les tissus, là va être réduite par les nitrates pour donner de la méthémoglobine. Et cette hémoglobine n'a plus de faculté d'oxygéner les tissus. Donc c'est surtout grave pour les nourrissons parce qu'ils ont un tube digestif qui est immature et puis une hémoglobine fétale qui est plus sensible. Chez les nourrissons, donc l'absorption de nitrates en forte quantité va provoquer une anoxie des tissus. C'est ce qu'on appelle la maladie du nourrisson bleu, une asphyxie et une transformation quand la méthémoglobine dépasse 10% de l'hémoglobine totale. La ressource en eau de la faune de Champ-d'Amois se trouve directement concernée par l'emploi abusif ou simplement régulier de ces produits. Elle est aussi confrontée à des menaces plus directes, comme celle des exploitations de carrières. La fissuration extrême de la roche, due aux explosions, favorise l'infiltration de produits hautement toxiques. La vidange des machines et des gros engins, parfois effectuée sur place au mépris des réglementations, et le stockage de produits dangereux accroissent les risques de contamination des réserves d'eau sous-jacentes. Et pourtant, les carrières sont souvent nécessaires aux travaux des collectivités territoriales. Leur implantation à l'intérieur du périmètre d'alimentation de la faune de Champ-d'Amois engendre inévitablement des polémiques et des conflits d'intérêts. Si la création de carrières nouvelles reste un problème épisodique, il n'en est pas de même pour les pratiques agricoles, qui relèvent d'un usage répété au fil des saisons. Et leurs excédents se retrouvent inéluctablement au niveau de la résurgence. Si par malheur le taux des engrais et des pesticides venait à augmenter dans l'eau, nous serions obligés de créer une filière de traitement spécifique de façon à réduire cette teneur. Pour le moment, nous n'en sommes pas là, tout va bien. La qualité de l'eau est bonne et l'usine répond parfaitement aux besoins actuels. Il semble beaucoup plus intéressant d'intervenir en amont auprès des agriculteurs de façon à ce que la teneur en pesticides et en engrais diminue dans l'eau plutôt que de traiter, nous, à l'usine, ces problèmes. Par conséquent, il est intéressant d'envisager des solutions telles que l'agriculture biologique sur la zone concernée ou toute autre solution de façon à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. En 2010, dans le cadre du contrat de rivière du Durgeon, 4 cultivateurs du secteur concerné ont opté pour de telles actions. 100 hectares font désormais l'objet d'une réduction sensible de l'emploi des herbicides. 37 hectares le sont en association avec l'implantation d'une couverture végétale des parcelles à l'automne. Celle-ci évite un ruissellement direct vers les cours d'eau et freine l'érosion du sol. Par ailleurs, une trentaine d'hectares fait l'objet d'une remise en herbe, à la parcelle ou en bande enherbée, ce qui, là encore, favorise l'épuration des eaux d'infiltration. Pour 2011, 12 hectares supplémentaires, appartenant à 2 autres exploitations, devraient aussi être remis en herbe.
La compensation financière est calculée à l'hectare pour une période de 5 années, suivant les engagements pris par l'exploitant. Nous avons rencontré individuellement les agriculteurs concernés pour leur proposer les mesures visant à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Donc ceux-ci se sont montrés tout à fait ouverts à la discussion et ils pensent que pour la qualité de l'eau, il vaut mieux de toute façon prévenir que guérir. Donc ainsi, on a signé des actions pour une durée de 5 années, au cours desquelles nous allons les accompagner dans ces démarches de changement de pratique, et notamment pour leur permettre de réduire progressivement les doses d'herbicides qu'ils appliquent sans trop pénaliser leur culture. Nous avons également organisé des réunions avec l'ensemble des céréaliers du bassin pour faire émerger des projets d'investissement, par exemple dans du matériel de désherbage mécanique ou des stations de remplissage et de lavage des pulvérisateurs qui prévoient le traitement des eaux souillées par les produits. Donc nous suivons les agriculteurs pour qu'ils respectent leurs engagements et ils peuvent subir un contrôle ou plusieurs au cours des 5 années, voire au-delà des 5 années du contrat pour vérifier par un organisme indépendant s'ils ont respecté leurs engagements des 5 années. Le monde paysan peut largement contribuer à une réduction sensible des produits phytosanitaires, en ayant simplement recours à des équipements nouveaux adaptés, telles que les machines désherbineuses. Elle pioche au milieu des rangs de maïs environ sur une largeur de 50 à 60 cm et désherbe sur le rang de maïs, on va dire environ 10 cm de chaque côté. Et donc c'est de ce principe que ça s'appelle désherbineuse, puisque ça désherbe au pied du rang de maïs et ça bine le centre du maïs, au pied du rang. Le rang passe entre les deux bois crans. Ces bois crans sont là pour le protéger des éclaboussures de la terre suite aux dents qui sont tout près du rang de maïs afin que celui-ci ne soit pas couvert. Vu que l'action du désherbinage se fait au stade où le maïs peut varier de 5 à 15 cm de haut, donc quand il est vraiment tout petit, il peut se faire recouvrir de tir par l'action des dents. Et ces roues sont là pour le protéger. L'intérêt initial de notre part, c'était parce que nous sommes en sol battant et nous bignions nos maïs pour un peu supprimer une croûte qui se faisait en cas de forte pluie dans les périodes qui suivaient le suie. Bien entendu, l'utilisation de cet appareil permet une économie de produits parce qu'en gros, en utilisant cet appareil, on désherbe uniquement environ 30 à 35% de la surface du champ. Voilà, puisque le reste est biné. Sur les 8 cultivateurs que compte le bassin d'alimentation de la Fonde Champ-d'Amois, l'un est d'ores et déjà passé à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique va concerner environ 70 hectares, l'ensemble de mon exploitation. Dans mon système, on travaillait déjà un peu comme ça, c'est-à-dire j'utilisais très peu de produits phyto, très peu d'engrais. On essaie de travailler le plus naturellement possible, donc ça ne va pas bouleverser mon système de travail. Donc j'aime bien travailler en agriculture biologique dans le sens où je n'aime pas utiliser les produits phyto. Déjà pour le bien-être de l'être humain, puis le bien-être des animaux aussi. Certains ne sont pas d'accord pour passer en agriculture bio du fait de rendement, ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir moins de rendement, il faut accepter d'avoir un peu d'herbe dans les cultures, il faut accepter de produire moins que ses animaux. Donc c'est la réticence de certains. À la base, c'est moi qui voulais passer en agriculture biologique, donc c'était quelque chose que j'avais au fond de moi au départ. Et j'ai été demander certains renseignements à la Chambre d'agriculture pour savoir ce qu'on avait droit comme aide au départ. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils mettent des subventions en place, ils encouragent le système à l'agriculture biologique. Cette conversion induit une perte de revenus qui n'est pas compensée par la vente, à des tarifs plus élevés, des produits issus de l'agriculture biologique. Car pendant les 2 ans qui suivent, on ne peut pas les proposer en tant que produits bio. Des compensations financières sont donc allouées aux cultivateurs qui acceptent ce changement. Sur une durée de 5 ans, elles atteignent 200 € à l'hectare pour les cultures et 100 € pour les prairies. À l'initiative de certains élus,
Conscients de l'importance de l'enjeu, des municipalités et des communautés de communes font parfois l'acquisition d'équipements adaptés et veillent à l'application des mesures nécessaires. Dans le cadre de la maîtrise des pollutions dues aux produits phytosanitaires, la communauté de communes des Grands Bois s'est engagée à mettre en place un plan de désherbage. Ce plan de désherbage concerne bien sûr l'ensemble de la communauté de communes, c'est-à-dire les 12 villages. Alors ce plan de désherbage consiste à déterminer quels sont les endroits où on peut utiliser des produits phytosanitaires, des endroits où nous devrons laisser pousser de l'herbe et les endroits où sera utilisé un désherbeur thermique. C'est-à-dire que ce désherbeur thermique évitera de plus en plus, je l'espère, l'utilisation de produits phytosanitaires. Cette action s'inscrit tout de même dans le contrat de rivière et nous sommes à ce titre subventionnés pour l'acquisition de ce désherbeur thermique. Et nous sommes également accompagnés par la Fredon, organisme byzantin qui travaille dans ces domaines-là. Donc celui-ci, c'est un appareil de désherbeur thermique porté qu'on utilise comme il se doit dans le dos, qui a une petite puissance par rapport au gros qui est donc un appareil traîné sur chariot, qui a un tuyau un peu plus long. C'est une action due à la chaleur, avec une réaction, donc quand on brûle avec la flamme, c'est les cellules d'eau qui explosent dans la plante. La plante par elle-même meurt. C'est une action uniquement sur la partie foliaire, non pas sur la partie racinaire. Donc ça entraîne obligatoirement un passage relativement régulier. C'est un système qui fait une alternative au niveau des pesticides. Ça empêche d'utiliser des produits chimiques, surtout dans les parties qui sont un petit peu ruisselantes au niveau de l'eau. Tout ce qui est pavé, enrobé, parking, bord de trottoir, où dès que le produit est appliqué, la moindre averse, le produit va ruisseler et va tomber dans le système d'évacuation des eaux pluviales et repartir aux nappes phréatiques par un biais très très rapide. Au même titre que les collectivités locales, les particuliers sont des utilisateurs réguliers de phytosanitaires. Chaque citoyen doit se sentir concerné et veiller à une consommation raisonnée de ces produits. Pour importante qu'elle soit, la réserve d'eau représentée par la FON est fragile. Et miser sur l'interconnexion avec le réseau du Brechin en cas de pollution aggravée ne peut être qu'une solution provisoire, dont les limites sont rapidement atteintes. Il suffit de se souvenir de l'accident survenu en 2005 sur la déviation de Quincé. Un transporteur routier a causé un accident juste à l'entrée du tunnel qui permet de franchir donc la route de Colombes-les-Vesoul. Et c'est 32 000 litres de fioul qui se sont déversés donc, et dans la colombine et dans le milieu karstique. Et ces 32 000 litres de fioul donc, ont pesé une menace assez importante sur l'alimentation en eau. La ville de Vesoul a décidé de basculer immédiatement l'approvisionnement en eau sur le réseau du Brechin. Ce qui fait que le Brechin a mis en sécurité Vesoul pendant plusieurs jours. Malheureusement, de ce côté-là de la déviation, il n'y avait pas de bassin de rétention étanche. Donc une partie des hydrocarbures sont partis littéralement dans le milieu naturel, c'est-à-dire une partie dans la colombine et une partie sur le sol, dont la couche végétale est très mince à cet endroit-là. Ce qui est d'autant plus navrant, c'est qu'on avait alerté les décideurs, entre guillemets, à cette époque-là, en leur disant qu'il y avait un risque assez important de pollution en cas de déversement de produits chimiques ou d'autres déversements accidentels. Et à l'heure actuelle, il y a encore un danger qui subsiste, c'est la partie entre la colombine et la RN19, où là, il n'y a aucun moyen de protection mis en place. Si la réserve du Brechin a pu prendre temporairement le relais de la FON, le surplus des volumes disponibles ne permettrait pas d'alimenter Vesoul en permanence. En dépit des précautions de sécurité promises, et dont il semble que certaines ne soient toujours pas appliquées, la présence à cet endroit d'un trafic routier susceptible de transporter des matières toxiques reste une des nombreuses incertitudes qui pèsent sur la FON de Champ-d'Amois et sur le réseau du Frépuy dans son ensemble.
Or, ce sont bien les habitants de l'agglomération de Vesoul qui en sont totalement dépendants. Les initiatives touchant à l'agriculture sur une partie du bassin d'alimentation de la Font de Champ-d'Amois sont toutefois une avancée concrète. Il y a de nombreux agriculteurs sur tout le bassin, 150 km², et pas mal de superficies dédiées à l'agriculture notamment. Et pour protéger la ressource en eau, ce qui serait intéressant, c'est de ne plus utiliser ces fameux produits phytosanitaires qui agressent notre approvisionnement en eau potable. Au même titre que les agriculteurs, collectivités et particuliers doivent donc faire l'effort de réduire leur utilisation de phytosanitaires et d'engrais chimiques. Cette attitude nécessite une vigilance accrue des pouvoirs publics vis-à-vis des décisions et des opérations de contrôle relatives à l'environnement ou à l'aménagement du territoire. C'est ce que recherche l'approche partenariale des contrats de rivière. L'objectif de l'action, c'est véritablement de sensibiliser la population à cette problématique des produits phytosanitaires. C'est de sensibiliser les gens aux risques qu'il peut y avoir d'utiliser des produits chimiques, des produits polluants pour l'eau, pour le milieu, qui ne sont pas anodins. C'est une pollution qui est diffuse, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas, ne se sent pas, la pollution par les produits phytosanitaires, et c'est quelque chose qui est à toute petite dose, mais qui est récurrent, et qui n'est pas visible quand vous ouvrez votre robinet et que vous regardez votre verre d'eau, mais les produits phytosanitaires, pourtant, sont bien là. Il faut agir de manière durable pour limiter cette pollution. Et l'idée, c'est qu'il y ait une prise de conscience de chacun, qu'il faut les utiliser de manière précautionneuse et avec parcimonie. Opter pour le désherbage mécanique ou thermique. Adapter les pratiques de chacun, changer les habitudes néfastes. Tous ces efforts n'ont de sens que s'ils se maintiennent dans le temps et débouchent sur des résultats concrets et durables. L'eau, problème majeur de notre époque, est plus que jamais une richesse naturelle qu'il est absolument vital de protéger.